Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter comment réaliser une carte animée sur RStudio. Plus précisément, une vidéo d'une carte reprenant les températures de septembre 2023 en France, grâce à un relevé départemental de Météo France. Pour réaliser cette carte dynamique, nous allons avoir 7 étapes clés. Tout d'abord, l'ajout des packages, puis la préparation de l'environnement, la création d'une grille, puis nous allons réaliser des interpolations journalières. À la suite de cela, nous allons créer des cartes interactives, puis les exporter une à une au format PNG avant de créer une vidéo. Dans un premier temps, je vous invite à charger les différents packages nécessaires. Donc tout d'abord le package SF pour l'import de shapefile, puis Methods pour la transformation de données spatiales, ensuite SP pour la manipulation de données spatiales, Gstat pour réaliser les interpolations, Terra pour la création de rasters, Tmap pour représenter ces rasters, Leaflet pour le côté cartographie interactive, MapView pour cette fois-ci exporter les cartes interactives au format PNG, puis AV pour la création de vidéos. Une fois que vous avez chargé tous ces packages, je vous invite à préparer votre environnement. Donc tout d'abord en choisissant un répertoire de travail grâce à la fonction setwd. Donc vous remplacez les petites étoiles par un chemin jusque votre dossier de travail, là où vous avez votre script R. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter votre tableau de données ponctuelles où vous avez vos valeurs. Donc ici, moi, ce sont les températures. J'appelle ce tableau TMP-TOT pour la totalité des températures et j'utilise la fonction strid du package SF. Donc dans cette fonction, j'indique juste un chemin relatif jusqu'à mon fichier shapefile qui se trouve dans un sous-dossier de mon dossier de travail. Ce premier tableau est très grand car il concerne 5 années de relevé de température. Donc en fait, je vais créer un deuxième tableau nommé TMP qui va être une extraction de seulement un mois. C'est pourquoi j'indique que TMP est égal à TMP-TOT pour les dates qui sont supérieures au 1er septembre 2023 et inférieures au 30 septembre 2023. Donc c'est ce que vous voyez entre crochets. Si j'ouvre mon tableau TMP, je vois que j'ai des informations géographiques avec un code INSEE, le nom du département, une date, puis des valeurs se référant à la température, donc la température minimale, moyenne et maximale. Nous allons nous intéresser à la température moyenne dans notre exemple. Ensuite, je dois ajouter un fond de carte, donc ici sera le contour de la France, donc de la France métropolitaine. Donc j'utilise de nouveau la fonction strid avec le nom de fichier correspondant. À partir de là, on va aller identifier les valeurs extrêmes dans notre tableau TMP. Ça va nous être utile pour la suite. Je vais donc créer deux variables, min_value égale min TMP $tmoy. Puis je réalise exactement la même chose pour le maximum. Alors juste en enlevant le petit s en trop ici et là, et j'exécute. La dernière étape de cette seconde partie va être de transformer légèrement nos données. Tout d'abord, le système de coordonnées. Nous sommes actuellement dans le système de coordonnées français 2154. Cependant, nous allons devoir passer dans le système de coordonnées mondial 4326. Puis nous allons devoir rendre interprétables nos shapefiles pour le package SP. Pour cela, nous allons reprendre nos deux tableaux. Donc tout d'abord TMP. J'utilise alors la fonction as pour rendre compatible le shapefile avec le package SP et la fonction sttransform à l'intérieur pour changer le système de coordonnées de TMP en 4326. Puis j'ajoute l'attribut spatial qui permet de transformer ce tableau en spatial.dataframe, qui est un format compatible avec le package SP. Ensuite, je duplique la ligne pour faire exactement la même chose sur mon tableau FR Metropo. Donc je remplace les valeurs TMP par FR Metropo et j'exécute. TMP n'est alors plus un tableau, mais une liste comprenant d'un côté les données et d'autre côté des informations géographiques. Après l'exécution de FR Metropo, nous pouvons constater exactement la même chose, mis à part que FR Metropo n'est pas une couche de points, mais un polygone. Nous passons maintenant à la troisième partie qui consiste à la création d'une grille spatiale. Tout d'abord, nous allons créer un objet nommé GRD, puis nous allons créer un tableau qui va utiliser la fonction spSample qui permet donc de créer une grille qui se base sur la couche FR Metropo et qui est de type régulière
avec un nombre de pixels n égale à 100 000. À savoir que le maximum est d'1 million et plus votre grille sera grande, plus elle mettra du temps à se créer et chaque interpolation prendra davantage de temps. Donc là, nous avons créé une sorte de tableau nommé GRD constitué de 2 colonnes. Ces colonnes, nous allons les renommer X et Y. Donc nous écrivons names GRD, puis C, ouvrir la parenthèse, X entre guillemets, virgule, Y entre guillemets. Alors maintenant, c'est bien, on a bien renommé en X et en Y, mais on doit maintenant spécifier à RStudio que ce sont des coordonnées. Et ce, grâce à la fonction coordinate du package SP. Donc, vous pouvez dupliquer la ligne et juste remplacer names par coordinate. Donc là, notre tableau, il commence à se spatialiser, mais on doit encore spécifier quelques paramètres, notamment grâce à la fonction gridded. On ouvre la fonction gridded, on met GRD dedans, et cette fois-ci, on va lui assigner la valeur true. Cette manipulation va nous permettre de créer des pixels indexés. Ensuite, nous allons ajouter une autre fonction, qui est la fonction fullGrid. Encore une fois sur GRD, nous allons appliquer la valeur true, ce qui va permettre de structurer et de spatialiser la grille, et d'en faire un spatial grid, qui est donc reconnu par le package SP. Ensuite, la dernière manipulation à faire sur cet objet va être d'assigner une projection. Nous allons utiliser la fonction proj4string sur GRD et nous allons lui dire de reprendre la même valeur que la projection de TMP qui était en EPSG 4326. Maintenant que notre grille est spatialisée et que la projection est bonne, nous allons pouvoir passer à l'étape d'interpolation. L'idée dans ce bloc, c'est de préparer l'interpolation pour chacune des cartes. Mais dans un premier temps, nous allons faire un test avec un jour pour voir la marche à suivre. Tout d'abord, je vais créer une variable date en utilisant le vecteur des dates uniques qui se trouve dans tmp dateObs. Ce vecteur de date unique, je vais l'ordonner avec la fonction sort et je vais garder seulement le premier élément. Donc, en théorie, ça devrait être le 1er septembre 2023. Ce qu'on peut d'ailleurs vérifier dans les objets à droite avec la valeur date égale au 1er septembre 2023. Maintenant que notre objet date est créé, nous allons pouvoir réaliser une sélection des lignes de TMP. Pour ce faire, je vais créer un nouvel objet nommé date-tmp. Donc je vais demander de sélectionner dans TMP toutes les lignes qui ont comme attribut dateObs une valeur égale à l'objet date. Maintenant, si on ouvre cet objet date-tmp, on se rend compte donc encore une fois que c'est une liste, un spatial point data frame, dans lequel il y a un tableau data. Si on ouvre ce tableau, on se rend compte que dans la colonne dateObs, on a juste des valeurs égales au 1er septembre 2023. Donc l'extraction est bonne. Nous allons maintenant passer à l'interpolation. Pour ce faire, je vais créer un nouvel objet tmp idw. Je vais utiliser la fonction idw du paquet gstat. Puis je vais d'abord entrer le paramètre formula, où est attendu le nom de la colonne concernée, suivi de la petite vague du chiffre 2 sur votre clavier que vous pouvez créé avec AltGr plus 2, suivi d'un 1 pour spécifier que ce sera la seule colonne concernée dans cette interpolation. Ensuite est attendu le paramètre location dans lequel vous pouvez spécifier l'objet concerné qui est ici date-tmp. Après, il y a le paramètre newData dans lequel vous devez renseigner la grille, donc GRD, suivi du paramètre IDP qui correspond au coefficient de distance P qui est par défaut de 2. Maintenant, j'exécute donc mon objet tmp idw, puis je vais essayer de le faire apparaître dans un graphique sur la fenêtre plot en bas à droite. Donc j'exécute la fonction plot avec à l'intérieur tmp idw, et là on voit apparaître un graphique. Donc l'interpolation, on voit qu'elle a fonctionné, puisqu'on a certains points de chaleur, et en fait on se rend compte que là on a bien le contour de la France qui se dessine si on suit un petit peu les points. On voit même la Corse. Et donc en fait, on a même une légende à droite qui va de 17 à 23, donc ce qui correspond aux températures de cette journée. L'étape suivante maintenant, ça va être de transformer cette grille en raster. Pour faire ça, je vais créer un nouvel objet nommé raster-tmp, puis je vais utiliser la fonction rast du package Terra, dans lequel on va inclure du coup notre idw. De la même manière, je vais maintenant plotter raster-tmp pour voir ce que ça nous donne. Donc on obtient un graphique avec en X les longitudes et en Y les latitudes, où on a de nouveau donc notre interpolation. Donc c'est pas mal, mais ce qui nous manque, c'est un petit peu le découpage de la France. Donc c'est là qu'on va se servir de notre contour FR Métropo, puisqu'on va maintenant créer un masque autour du raster.
Donc je vais créer un objet masque et je vais utiliser la fonction masque du package Terra dans lequel je vais inclure le raster qu'on vient juste de créer et je vais lui dire que nous allons utiliser FR Metropo que je vais retransformer en objet spatial géré par le package SF grâce à la fonction STASSF. Puis je rajoute un 1 entre double crochet pour garder uniquement les données numériques de raster TMP et non de FR Metropo. Maintenant, si je plotte masque, j'obtiens le même graphique qu'avant, mais avec un masque sur les contours de la France. Donc on a eu une grille interpolée qu'on a transformée en raster, ce qui nous a permis d'ajouter un masque par-dessus. Nous allons maintenant passer à la dernière étape de cette partie. Nous allons alors créer une carte statique personnalisée en utilisant le package TMap. Donc je vous invite à créer un objet UDW Shape par exemple. Et on va aller utiliser la fonction TMShape dans laquelle on va inclure l'objet masque. Vous pouvez déjà essayer de lancer cette fonction. Cela va vous mettre un message d'erreur car il faut ajouter une fonction qui est la fonction TMRaster pour spécifier que c'est un raster que nous souhaitons afficher. Une fois que l'on ajoute cette fonction, nous obtenons à peu près la même carte que tout à l'heure avec certaines variations de couleurs. C'est donc en cela que l'utilisation de tmap a un intérêt, c'est que là on va pouvoir choisir notre palette de couleurs et organiser un petit peu notre légende et donc notre discrétisation. Donc tout d'abord on peut essayer de modifier la palette. Donc ce que j'aime bien utiliser, c'est la palette qui va du rouge vers le bleu. Donc si on lance TMShape et TMRaster avec la palette Red, Yellow, Blue, on va obtenir un dégradé allant du rouge vers le jaune et du jaune vers le bleu. Cependant, on se rend compte que ce sont les valeurs faibles qui sont en rouge et les valeurs élevées qui sont en bleu. Pour inverser cette palette, comme classiquement pour des températures, on va ajouter un petit moins devant le nom de la palette, ce qui va nous permettre d'inverser ces couleurs. Maintenant que notre palette est bien orientée dans la direction souhaitée, je vais modifier le style de la légende. Ce style va être fixed, c'est-à-dire qu'en fait on va le régler manuellement avec notre propre discrétisation. Je vais ajouter également le paramètre breaks qui va nous permettre de définir les différentes classes. C'est là que vont servir nos objets min-value et max-value que nous avons définis en début de code. Je vous invite à écrire la fonction C, puis min-value et max-value. Je vais juste la descendre un petit peu, puis je vais l'exécuter ici, pour voir ce qu'on a à l'intérieur. On se rend compte qu'on a deux valeurs qui sont 9,45 et 29,90. Maintenant, l'idée, en fait, ça va être de servir de ça comme base et avancer de 1 à 1 entre la valeur minimale et la valeur maximale. Déjà, dans un premier temps, je vais un petit peu transformer ces deux valeurs en les arrondissant. Donc, je vais utiliser la fonction round autour de min-value avec en paramètre digits une valeur égale à 0, car je ne veux pas de chiffre après la virgule. Je vais faire de même pour max value, et donc je vais maintenant obtenir des valeurs qui sont égales à 9 et à 30. Je vais maintenant utiliser la fonction sec qui permet de créer des séquences. En fait, sec s'attend à recevoir par exemple un premier chiffre 1, un deuxième chiffre 5 qui va être le minimum et le maximum avec un pas. Donc si j'exécute cette fonction, je vais obtenir 1, 2, 3, 4, 5. Et nous, on va essayer d'obtenir la même chose entre notre minimum et notre maximum en définissant également un pas égal à 1. C'est-à-dire que là, je vais aller du minimum jusqu'à 30 de 1 à 1. Voilà, donc si j'exécute, j'obtiens bien la série souhaitée allant de 9 à 30 avec un pas de 1. Donc je copie-colle la séquence dans le paramètre breaks, puis je relance la fonction. Apparaît alors une carte avec un gradient. La valeur 9 est représentée en bleu foncé, tandis que le 30 est représenté en rouge foncé. Et au milieu, 19 est représenté en jaune. Dans notre série, 19 représente alors la valeur centrale. Grâce au package TMap, on peut modifier cette valeur centrale. Moi, je souhaiterais la mettre à 10 afin qu'il n'y ait pas de valeur en bleu au-dessus de 10, que les valeurs apparaissent en bleu en dessous de 10, vers 0. Donc, je trouve ça plus logique, mais c'est tout à fait arbitraire. Donc vous pouvez choisir la valeur que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez ajouter un titre à cette légende grâce au paramètre title. J'écris ici température en degrés Celsius. Si vous relancez, vous allez voir le titre apparaître au-dessus de la légende. TMap propose une option afin de décaler la légende hors de la carte. Vous allez pouvoir lancer la fonction tmLegend et écrire le paramètre legend.outside égale true. Si vous relancez, vous allez voir la légende apparaître sur la droite de la carte. Ensuite, vous pouvez ajouter un titre à la carte, qui par exemple pourrait ici être la date. Donc j'ajoute la fonction tmLayout
qui permet la mise en page. J'écris le paramètre title et ici je vais utiliser la fonction past qui va me permettre d'écrire la chaîne de caractères présents dans l'objet date. Le titre apparaît donc au-dessus de la légende. Vous pouvez modifier la position du titre avant que nous transformions la carte en carte interactive. Ce grâce au paramètre title.position. Il vous faut ouvrir la fonction C puis donner deux valeurs, donc qui peuvent être left ou right, puis top ou bottom. Ici, je choisis left et top. Nous avons maintenant une carte statique d'interpolation pour le 1er septembre 2023 avec une légende correcte. Je vais donc sauvegarder cette carte avant de la transformer en carte interactive. Pour faire cela, je vais utiliser la fonction save qui permet d'enregistrer au format .rdata qui est un format reconnu par R et qui permet donc de le recharger ultérieurement dans l'environnement de R. J'écris donc la fonction save suivie de l'objet concerné, puis je vais renseigner le paramètre file en donnant le chemin relatif au fichier que je vais créer. Je souhaite que chaque nom de fichier enregistré soit unique. De fait, je vais me servir de la date étudiée comme nom de fichier. Pour ce faire, j'utilise la fonction past0. J'écris mon chemin entre guillemets, puis je mentionne l'objet date suivi du format .rdata entre guillemets. Donc là, pour l'exemple, mon fichier aura comme chemin shp résultat idw et comme nom de fichier idw-2023-0901.rdata. Pour transformer notre carte statique en carte interactive, nous allons créer un nouvel objet nommé leaflet-idw-tmp. Et ensuite, nous allons le définir en utilisant la fonction tmap-leaflet et entre parenthèses le nom de notre carte, c'est-à-dire idw-shape. Je vous invite à préparer l'enregistrement de cette carte interactive en faisant un copier-coller de la ligne du dessus de Save, mais en venant juste remplacer les éléments à remplacer, c'est-à-dire remplacer idw-shape par leaflet idw-tmp, puis à modifier le dossier de réception de cette carte. Ici, je vais donc remplacer mon dossier idw par le dossier idw-leaflet. Et pour finir, vous pouvez également ajouter le nom du fichier. Ici, je mentionne également leaflet dans ce nom. Si maintenant vous essayez d'ouvrir leaflet-idw-tmp, vous allez voir qu'une nouvelle fenêtre apparaît dans l'onglet Viewer à droite. Dans cette fenêtre apparaît la carte d'interpolation avec la légende sur la droite et le titre en haut à gauche, qui fait référence à la date concernée. Vous avez différents boutons qui vous permettent de zoomer et dézoomer et également des couches qui peuvent être cachées ou non. Et puis, vous pouvez donc zoomer ou dézoomer avec la molette et vous déplacer sur la cartographie. Nous avons donc réussi à créer une carte d'interpolation interactive pour cette journée de test. Maintenant, il nous faut réaliser cette carte sur l'ensemble des journées de septembre. Pour ce faire, nous allons créer une boucle for. Vous pouvez donc commencer à écrire la fonction for et ouvrir les parenthèses. Nous allons tout d'abord définir un objet i. Nous allons ensuite écrire le mot-clé in, puis nous allons écrire 1 suivi de 2 points, puis nous allons essayer de déterminer combien de dates uniques sont présentes dans notre tableau TMP. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction length, donc longueur, suivi de la fonction unique qui va englober le vecteur date de notre tableau TMP, donc TMP $date-obs. À la suite des 3 parenthèses qui ferment les différentes fonctions, nous allons ouvrir une accolade, puis nous allons fermer cette accolade après la sauvegarde de notre carte interactive, donc la ligne 80 ici. En fait, là, nous allons demander à notre fonction for de lire autant de fois qu'il y a de dates durant le mois de septembre cette partie de code en changeant à chaque fois la valeur de i, qui va donc être tout d'abord égale à 1, puis à 2, puis à 3, etc. jusqu'à 30, car il y a 30 jours dans le mois de septembre. Il ne nous reste plus qu'à modifier un seul élément dans cette boucle. Ce sera la première ligne de cette boucle. En effet, l'objet date que nous créons dans cette boucle est égal, pour le moment, à la première date du mois de septembre. C'est ce que nous allons changer, nous allons remplacer le 1 par i. Comme ça, à chaque itération, donc à chaque lecture de la boucle, la date passera au jour suivant. Vous pouvez donc exécuter cette boucle en vous mettant sur la ligne de l'ouverture de l'accolade. Donc cette opération va prendre un certain temps puisque du coup il y a 30 interpolations à la suite à réaliser.
Mais cela n'empêche pas de continuer l'écriture du code en parallèle. Nous allons donc maintenant passer à l'étape suivante qui consiste à créer une liste des cartes interactives enregistrées. Dans un premier temps, je vous conseille de créer un objet nommé pattern où vous allez pouvoir rentrer une chaîne de caractères correspondant en partie au nom de fichier recherché. Ici, je vais mettre 2023-09 car chaque fichier a en son nom cette chaîne de caractères. Nous allons maintenant créer une liste de fichiers grâce à la fonction list.file qui permet de lister des fichiers dans un répertoire. Pour réaliser cela, nous allons créer l'objet idw-files égale list.files dans lequel vous allez tout d'abord renseigner le chemin jusqu'au dossier où sont enregistrées les cartes interactives leaflet. À la suite de cela, vous allez renseigner le pattern, c'est-à-dire que l'on recherche dans le nom de fichier. Ici, le pattern est égal à pattern puisque nous avons déjà une chaîne de caractères qui est 2023-09. Ensuite, vous pouvez renseigner le paramètre full-names égale true. Cela va permettre d'avoir le chemin relatif jusqu'au fichier en entier. Puis le paramètre récursive égale true qui permet d'aller voir dans les sous-dossiers. Nous allons maintenant créer une liste. Cette liste, je vais l'appeler idw-list et vous allez pouvoir la créer grâce à la fonction list. La boucle précédente vient de se terminer. Je vais donc vérifier si tout s'est passé correctement. Effectivement, lorsque je lance idw-files dans la console, j'obtiens bien les 30 chemins jusqu'à mes fichiers leaflet.rdata. Il nous faut maintenant créer une seconde boucle. Donc je vous invite, comme tout à l'heure, à écrire la fonction for, ouvrir la parenthèse i in 1, 2 points, length, ouvrir la parenthèse, idw-files. Donc là, comme tout à l'heure, on va lui dire que i va avoir la valeur 1, 2, 3, jusqu'à la longueur de notre liste de fichiers idw-files. Nous allons maintenant utiliser la fonction loud pour charger les cartes interactives une par une. Pour ce faire, il faut renseigner le chemin relatif qui est égal à idw, puis entre crochets la valeur i. On va aller chercher dans notre vecteur idw la valeur correspondant à la date souhaitée. Nous allons maintenant utiliser notre liste pour accueillir chacune des cartes. En écrivant idw-list, i entre double crochet, puis nous allons appeler notre carte leaflet-idw-tmp, car chacune des cartes porte ce nom une fois chargée, puisqu'elle s'appelait comme ça avant d'être enregistrée avec la fonction save de la boucle précédente. Notre liste va donc s'agrandir itération après itération. Cependant, pour le moment, nous ne pourrons pas distinguer chacun des éléments. Il nous faut attribuer un nom en même temps. C'est pourquoi je vous invite à créer un objet comme baseNameFile. Je vais utiliser la fonction baseName qui va permettre d'enlever le chemin avant le nom pour chaque élément. Donc j'écris baseNameFile, puis la fonction baseName idw avec un i entre crochets. Ensuite, je crée un nouvel objet nommé baseName sans ext, pour sans extension. Je vais là utiliser la fonction filepath sans ext du package tools qui va permettre d'enlever le point .rdata de notre objet baseNameFile. Si vous n'avez pas le package tools, il y a une alternative, donc vous pouvez créer ce même objet, enfin ce même nom d'objet, baseName sans ext, puis aller utiliser la fonction gsub du package de base de R. Puis là, vous allez mettre entre guillemets .r majuscule suivi de data en minuscule. En second paramètre, vous allez mettre deux guillemets côte à côte pour en fait demander de remplacer .rdata par rien, suivi d'un troisième paramètre qui va reprendre le nom de votre objet baseNameFile. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à attribuer ce nom en se basant sur baseName sans ext. Je vais donc écrire la fonction names qui permet d'avoir tous les noms dans la liste idw-list pour pouvoir remplacer le nom de l'élément concerné lors de l'itération. Puis là, je vais encore une fois ouvrir la fonction gsub puisque dans un premier temps, grâce à la fonction baseName, nous avons pu enlever ce qui se trouvait avant le nom de fichier. Puis ensuite, grâce à la fonction filepath sans ext, nous avons pu enlever .rdata. Cependant, il nous reste encore la mention idw-leaflet- à enlever avant la date. Donc ici, je vais juste mentionner cela dans la fonction gsub idw-leaflet que je vais remplacer par rien
par rapport à l'objet baseName sans ext. Maintenant, je vous invite à lancer la boucle. Alors de mon côté, j'ai eu un petit souci car j'avais 2 fautes de frappe sur idw-files, donc je vous passe ça rapidement. J'avais juste un i majuscule quelque part et un s manquant. Si maintenant vous ouvrez votre liste idw-list, on peut se rendre compte qu'on a bien 30 éléments leaflet avec comme nom la date se référant à chaque élément. Nous pouvons donc maintenant passer à l'avant-dernière partie qui concerne l'exportation des cartes au format PNG. Dans cette partie, nous allons utiliser la fonction mapshot du package mapview. Vous pouvez donc ouvrir cette fonction et écrire le nom de la liste idw-list et atteindre l'élément souhaité en écrivant un i entre doubles crochets. Et si je vous dis de mentionner un i, c'est parce que cela va se trouver dans une boucle. Mais pour cette boucle, il vous suffit de copier la ligne 89 donc du for de la boucle précédente. Puis vous n'avez plus qu'à remplacer idw-files dans votre for par idw-list et de rajouter la collade finale après l'ouverture de la fonction mapshot. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter le paramètre file à la fonction mapshot. Il vous faut donc définir un chemin de sortie pour vos fichiers PNG. Vous pouvez pour cela utiliser la fonction past0, puis écrire un chemin relatif, puis j'ai utilisé la variable pattern qui correspond à 2023-09. J'ai mis un slash entre guillemets, puis j'ai repris le nom des différents éléments de la liste idw-list, c'est-à-dire une date, suivie d'un point PNG. Comme ça, chaque image aura un nom unique correspondant à sa date. Pour le moment, i étant égal à 30 grâce à la boucle précédente, si je lance la fonction past0, j'obtiens alors mon chemin de sortie avec le fichier 2023-09-30.png. Nous passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo qui correspond justement à la création d'une vidéo. Donc pour cette dernière partie, nous allons encore une fois créer une liste nommée frame qui va nous permettre de reprendre les différentes séquences de notre vidéo. Comme premier paramètre dans listFile, je vais aller copier-coller le chemin jusqu'au dossier où sont enregistrés les fichiers PNG. Puis dans le paramètre pattern, je vais spécifier .png car nous souhaitons sélectionner tous les fichiers PNG présents dans le dossier 2023-09. Puis en troisième paramètre, je vais écrire fullNames égale true. Ensuite, je vais créer un deuxième objet nommé format dans lequel je vais spécifier le format de sortie de la vidéo souhaitée qui est ici du .mp4. Nous allons maintenant passer à la dernière fonction avant de pouvoir exporter notre vidéo. Cette fonction utilise le package AV et se nomme AV-encode-vidéo. Le premier paramètre attendu est le paramètre input. Celui-ci correspond à la liste des fichiers PNG, donc ici frames. Le second paramètre est framerate. Il correspond au nombre d'images par seconde. Ici, je choisis 3 images par seconde. Vous pouvez établir ce que vous souhaitez. Après, le troisième paramètre correspond au paramètre de sortie, donc output, où là, vous allez devoir spécifier un chemin de sortie pour la vidéo. Vous pouvez repartir des chemins de sortie précédents et l'aménager comme vous le souhaitez. Dans ce chemin, je vais ajouter une fonction qui est la fonction sys.time, qui va nous permettre de ne jamais écraser une vidéo déjà sortie. Car en fait, sys.time va vous donner l'heure et la date d'écriture du fichier. Simplement, sys.time utilise des caractères spéciaux que je vais remplacer grâce à la fonction gsub. Donc en fait, je vais remplacer les points, les espaces et les 2 points par des tirets du bas. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pourriez très bien mettre AV en code vidéo dans une boucle où à chaque fois i serait égal à une valeur supérieure et du coup ça empêcherait également d'écraser le fichier. Mais là au moins ça laisse une trace temporelle. Donc, une fois que vous êtes satisfait de votre chemin de sortie de fichier, vous pouvez valider sans oublier de mettre format sans guillemets à la fin de votre past0 afin du coup de spécifier que le format sera du .mp4 comme nous l'avons défini juste au-dessus. Donc maintenant, si vous vous rendez dans votre répertoire de sortie, vous devriez trouver un nouveau fichier mp4 que vous pouvez ouvrir et qui devrait donc présenter votre vidéo d'interpolation. Et avant de finir, je voulais juste vous présenter un deuxième format qu'il est possible de créer avec cette fonction qui est le format .gif. Là, il ne vous reste plus qu'à copier-coller la toute fin du script et de remplacer .mp4 par .gif dans la variable format,
puis de lancer la fonction AV encode vidéo, potentiellement en ayant juste à remplacer le chemin de sortie. Puis vous pouvez donc aller ouvrir votre fichier .gif et vous allez obtenir une vidéo qui est bouclée, c'est-à-dire une vidéo qui se répète à l'infini. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À une prochaine!